Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Ça débaroule. Alors on est dans le 8e arrondissement cette fois-ci et on est au nouveau théâtre du 8e, au NTH8. Un théâtre absolument unique à Lyon et même unique en France je pense par son fonctionnement et sa liberté de choix artistique. Ici on imagine, on crée, on expérimente et on mélange surtout les genres, de la musique, du théâtre bien sûr, de la poésie, des performances, des ateliers. Il se passe vraiment plein de choses et c'est un collectif, le collectif des 3-8 qui gère ce théâtre et on va tout de suite aller à leur rencontre. On profite de ce beau temps, on est devant le bâtiment, le nouveau théâtre du 8e, c'est écrit en gros derrière nous, on ne peut pas le rater. Bon, je suis avec vous, Sylvie Mongin-Algan, voilà, il faut le dire correctement, j'ai failli me tromper. Alors vous faites partie du collectif des 3-8 qui gère le théâtre et tout de suite, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce lieu? Cet arrondissement, le 8e arrondissement, a été en fait le berceau du renouveau du théâtre à Lyon dans les années 70. Et puis, une vingtaine d'années plus tard, s'était créé un centre dramatique dans ce qui est aujourd'hui la Maison de la Danse. Ça avait été créé par une équipe de théâtre, une compagnie autour de Marcel Maréchal. Il y avait plein d'acteurs, c'était une sorte de collectif d'artistes autour d'un metteur en scène qui travaillait aussi avec des peintres et des auteurs contemporains. Et il y avait une pétition qui avait été signée, il y a eu 10 000 signatures pour demander l'ouverture d'un théâtre, ça a été ce qui est aujourd'hui la Maison de la Danse. Et puis une vingtaine d'années après, le centre dramatique a fermé et cet arrondissement qui avait bénéficié du coup de la vitalité d'artistes toujours vivants et travaillant dans l'arrondissement, s'était retrouvé sans lieu de théâtre avec un super projet sur la Maison de la Danse, mais plus le théâtre qui est cet art vivant, cet art de la parole, cet art où les plasticiens, le corps, les poètes se rencontrent, se croisent et s'adressent directement au monde. Et il y a eu une proposition donc, qui a été faite à notre collectif, le collectif des 3-8, de venir penser un projet théâtral, artistique dans ce théâtre. Et l'enjeu était que ce soit un projet et que donc, comme dans les origines de l'aventure théâtrale dans le 8e arrondissement, il y a des artistes qui travaillent en permanence ici et également donc, qui travaillent ici, qui rendent attractif pour tous les gens de l'agglomération le fait de venir dans le 8e, ce qui ne se fait pas tant que ça, et aussi que les gens du 8e arrondissement puissent vivre aux côtés d'artistes et voir au quotidien la création se développer tout près de chez eux. Et à partir de là, donc, est venu le projet artistique qui est celui des 3-8 ce qui est devenu le NTH8. Alors la première originalité, c'est effectivement que ce théâtre est géré par un collectif. Ah oui, il n'y a pas tant de théâtre C'est facile de travailler comme ça en collectif pour imaginer une programmation théâtrale, une saison théâtrale. Comment vous faites ? On réfléchit ensemble et on discute ensemble. Pour nous, le fonctionnement collectif, il n'est pas problématique. On pense que l'énergie se multiplie et se démultiplie en fait, et que la façon d'aborder un problème ou de formuler un désir, quand il est repris par d'autres, ça s'enrichit et à force qu'une idée soit prise, reprise, reformulée par plusieurs, on arrive à la formulation au plus juste de notre désir, de notre nécessité artistique. Donc pour nous, le collectif, c'est pas un problème, c'est une force. Mais je crois que quand la ville de Lyon nous a appelés pour nous proposer de travailler ici, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils confiaient la direction d'un théâtre de la ville à un collectif, ce qui n'existe pas réellement. Il y a des co-directions, mais ça n'existe pas. Et pour nous, c'est notre façon normale de travailler. Le maître mot ici, ce qu'on ressent quand on vient ici, c'est vraiment l'expérimentation, c'est vraiment mélanger les visions artistiques, et on mélange la musique, donc le théâtre, la poésie, donc les performances, des lectures. C'est ça que vous souhaitez faire, c'est vraiment... on ne voit pas le théâtre classique ici, c'est sûr qu'il existe pas vraiment ici en tout cas. C'est ça pour essayer de faire comprendre aux gens que c'est bien particulier. Ce que nous essayons de faire, c'est effectivement un lieu de rencontre, un lieu de travail aussi, de recherche, d'expérimentation et qui toujours puisse se donner à voir du public
Alors, moi, j'ai mis en scène personnellement des textes classiques, hein, du répertoire, beaucoup, mais depuis que je suis ici, c'est pas ce que je fais, ou alors c'est toujours en lien avec une écriture en train de se faire. C'est-à-dire, on est vraiment à la recherche, oui, d'une façon de s'adresser au public, au monde, une façon d'aujourd'hui, avec les mots d'aujourd'hui. Et effectivement, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le frottement de différents entre eux. C'est aussi de manier des choses paradoxales. À la fois, on travaille sur le plus proche, enfin, on essaie de travailler, d'inventer des projets de territoire, mais ces projets de territoire nous amènent aussi à l'autre bout de la planète. Peut-être aussi parce que dans ce territoire, cohabitent des gens d'origine du monde entier. Et ceci n'en est pas le commencement. Maman! Quoi? Qu'est-ce que tu cherches dans le ciel? Cette étoile. Elle est jolie cette robe. Elle te va bien. Je t'ai déjà dit que je ne te donne pas la permission d'aller à cette fête. Et puis on travaille depuis des années avec des plasticiens, des graphistes aussi qui vont faire une performance au début du mois de mai. Enfin bon, toujours que la semaine dernière c'était on appelait cabaret, chanson, en tout cas c'était des choses assez performatives qui avaient à voir avec la chanson, la poésie. Dans une salle en dessous qui s'appelle Underground, sont convoqués de temps en temps des poètes qui prennent la parole, qui tentent pour la première fois des textes en cours d'écriture. Et puis il y a aussi des formes de théâtre absolument abouties, des gestes définitifs, orgueilleux, qui disent cette œuvre, elle est comme cela et on ne va pas en changer, ça, c'est une existence absolue. On aime ces deux extrêmes, quoi. C'est vraiment un lieu hyper riche, c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a une autre idée que j'ai trouvée vraiment géniale et qui est très originale aussi, c'est le système de la gratuité. Vous faites des soirées gratuites ou alors on choisit le prix. Comment ça vous est venu cette idée? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous défendez à travers ça? Alors, l'idée, c'est que ce qui se fait là n'a pas de prix. Enfin, c'est ça, pour moi en tout cas. Hein. C'est-à-dire que du coup, c'est le prix que ça n'a de valeur que celle que vous lui attribuez déjà, et puis celle que vous pouvez ou désirez mettre là-dedans. Donc c'est comment dire que beaucoup de choses dans le monde qui nous entoure se définit par son prix, la valeur est en lien avec le prix. Et nous, voilà, c'est ça. Le geste artistique n'a pas de prix. Il devrait pouvoir être gratuit au sens que tout le monde puisse y avoir accès. Et par ailleurs, si des personnes souhaitent payer pour y assister et participer à ce travail-là, qui peuvent le faire au niveau où ils le fassent. Alors c'est vrai qu'il y a deux principes. Il y a ce qui s'appelle le prix au choix. Donc on propose des prix, ça va de 0 à 100, je crois, à la place. Ouais, c'est ce que voilà, 0, 5, 10, 20, 100. Bon, en général, c'est quand même plus 5, 10. Voilà. Ouais. Mais le 0 est vraiment il fait partie de la proposition. Et puis il y a des soirées où nous préférons dire que ne pas accepter d'argent, de fait dire que c'est vraiment gratuit, parce que ça nous donne aussi le sentiment que le spectateur qui vient comprend encore mieux ce qui est en train de se passer. C'est une chose en train de s'inventer, en train de se faire, et que la participation du public est indispensable à ce moment-là, à ce moment-là de la création, qui peut être, oui, des premiers jets, des premiers gestes, et qu'on ne veut pas même permettre que ce soit qu'il y ait de l'échange d'argent là-dedans. Dans les deux sens, ça peut être une première fois, en fait. Voilà, c'est ça qui est super chouette. Et que c'est des moments où la création en cours a besoin de celui qui vient est aussi nécessaire que ceux qui font pour que ça avance. Donc ces jours-là, qui ont besoin encore de ça, on préfère que ce soit clairement gratuit. Voilà. Ok, super. Bon, on va aller voir d'autres membres du collectif. Puisque là, il y a plusieurs artistes qui sont là. Il y a pas mal de monde à l'intérieur. Oui, voilà, oui, exactement. Oui. Mais avant d'aller à leur rencontre, on va faire une petite pause. Donc musicale, poétique, avec Papier Bruit. Ils étaient en concert il y a, je crois, une petite semaine ici, ça n'a pas d'importance. Mais on est allé à leur rencontre, on a fait une très belle interview avec eux. Et voilà, vous allez les découvrir. À tout de suite. Tout de suite. T'es toujours bien apprêté, collection été printemps, le bonheur te prend ton temps, pour lui t'es prête à tout. Mais t'es qu'un prétendant de plus, un peu trop tendre et attends tes pendre en sauce, t'as mauvais goût, putain, t'as trop d'atouts. Bonjour, moi c'est Julien, salut. Je m'appelle Eskimoji dans Papier Bruit et je fais à la fois l'écriture et à la fois la musique. Et moi c'est Manu, alias Printemps 2004 dans Papier Bruit.
Et je suis derrière le micro, l'écriture et parfois, très peu souvent, derrière les machines. Ah, quelle époque qu'on supporte à bout de bras, les semelles à bout de souffle s'effritent à chaque pas, les semaines pèsent des tonnes, les thunes s'évaporent, rien à l'horizon dans les jumelles du sémaphore, origami d'humanoïdes, coagulés en orbite, on cherche le réconfort dans la bière de la Saint-Patrick, les saluts que l'on reçoit sont des poèmes saturniens, auxquels on répond ça va bien. Un moment dans le concert, on dit « nous, on fait ce qu'on veut ». Et Printemps le dit, on fait ce qu'on veut. Je crois que Papier Bruit, ça reste quand même un groupe à forte dominante hip-hop, parce qu'on vient de là, on écoute ça, on est nourri par ça. Il y a l'héritage de notre écriture, de plus de 10 ans de pratique d'écriture en tout genre, surtout poétique. Un job, un boulot, un bureau, un travail, un vrai, un grand, un tremplin, un PowerPoint. Une carrière, un PowerPoint. Une évolution, une courbe, un PowerPoint. Un pourcentage, un salaire, un PowerPoint. En effet, au niveau de la forme, on convoque pas mal de choses. Ok, il y a du rap, ok, il y a des choses plus proches d'une sorte de scansion française, spoken word. Il y a des choses beaucoup plus, on va dire, posées, un peu plus, on va dire, sans dire le grand mot, un peu plus gainsbourgien, chanson française, juste dit, quoi. Mais c'est vrai que donc, ça convoque plein de choses. Ensuite, c'est vrai que on brosse des thématiques assez larges, mais le truc le plus important, c'est qu'on trouve un sujet qui nous corresponde tous les deux. Il verra personne ce soir encore, il trinquera tout seul à sa vie terne, sans rime interne, orales intimes retenues dans ses cernes, aux pièces ridées de son appart livide. Nac du liquide comme copain de cuite, Nac son living, western dans le saloon, se chante un requiem dans son dream de cartoon. Il se voudrait Johnny Walker, mais tire une tronche de Walking Dead. Raide, bourré, Gainsbourg dans le Walkman. Je pense que moi, par exemple, c'est beaucoup la société de consommation, l'homme un peu en proie, malgré lui, aux choses qui l'entourent, éventuellement à l'évolution. Mais après, dans notre EP, tu vois, on parle de Mammon, qui est le démon de l'argent. On parle du morceau TFLM, qui est plus sur la jalousie. Ces gens, moi je dis, c'est du positivisme forcé, quoi. Ces gens qui sont toujours joyeux, qui font toujours des beaux trucs, mais t'as l'impression qu'ils dépriment jamais et tout ça. Tu vois la vie en rose comme une fleur sans épines. Tout le monde est beau, tout le monde est grand, tout le monde il est gentil, c'est hypnotique. Ce qu'elle est belle, ta vie. Belle, belle, belle à vomir. Et tu nous tartines ta gueule. Babouche en cœur, je te parle même pas du bruit et de la bonne humeur. Crache tes violons avant de pisser dedans. J'ai pas la crème de la crème des bons sentiments. Tu fous la mort. Tu fous la mort. Tu fous la mort, toi, là, derrière. Tu fous la mort. Les gars, on vient de sortir notre premier EP qui s'appelle Giratoire, un EP 5 titres, qui est disponible en streaming sur toutes les plateformes. Les créateurs ne regardent plus devant, mais sur le côté. T'étonnes pas de voir ton tatouage à mon poignet. C'est fou ce que notre jeunesse peut générer comme passé, à traîner ses baskets là où ses potes sont déjà passés. Le réac devient tendance. T'as qu'à voir la mode vintage. Ça manque de création comme ça manque de rime en edge. Nostalgie oblige et rétrofuturisme. Si la jeunesse est conne, normal qu'on pousse au jeunisme. Alors on est de retour au NTH8 et cette fois-ci on est rentré à l'intérieur, on est même dans la salle de représentation du NTH8 sur le plateau. Je suis avec Vincent, voilà. Vincent qui fait partie du collectif qui gère le théâtre, et donc le collectif créé en 1992, c'est vrai qu'on ne l'avait pas dit jusque-là, c'est important. Alors, il est en train de se passer quelque chose d'hyper sympa devant nous, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? C'est une séance de l'atelier tout public. L'atelier de pratique, de création aussi, qui est tout public, qui se réunit de façon hebdomadaire, le lundi soir. Et là, on prépare un moment qui sera public, de théâtre, qui fera partie d'un moment plus large, où il y aura à la fois des comédiens professionnels, des comédiens amateurs, où chacun présentera son travail. Cet atelier-là est avec des comédiens amateurs, mais des gens qui ont fait du théâtre, comme d'autres
sûr. On n'en pas fait du tout. Hein. Alors ça, c'est une fois par C'est semaine, une fois ça par semaine, oui. D'accord, toute l'année. Toute l'année. Et avec des gens qui viennent plutôt de quel endroit alors, De la ville, on va dire. Il y a des gens qui habitent dans ce quartier, mais pas exclusivement. Hein. Il y a des gens qui viennent un peu partout, de tous âges. Et puis après, vous pouvez, par rapport à elle, essayer de la suivre et de regarder là où elle regarde elle. C'est pas interdit ça. Hein. De dire, tiens, là, tac, etc. Vous voyez ça, etc. C'est ça, Voilà. c'est ce qu'on peut voir oui. effectivement sur les images aussi. La philosophie du NTH8, effectivement. Donc là, ça en fait partie, cet atelier, mais c'est l'ouverture, c'est ça, ce que vous souhaitez. Oui, c'est l'ouverture aux gens qui veulent pratiquer le théâtre, ça c'est important. Il y a les adultes là, mais il y a aussi les enfants adolescents. Il y a un atelier toujours qui conduit sur ça depuis plusieurs années. Et puis il y a tout ce qu'on fait aussi dans les écoles. Donc ça c'est tout ce qui est le champ un peu de l'action culturelle ou de la pratique artistique. Mais il y a aussi un champ plus professionnel, puisque ça y est une ouverture avec les jeunes comédiens en formation qu'on appelle les compagnons, qui sont dans un dispositif particulier où ils sont à la fois employés et en formation. Et dans les écoles, vous faites quoi exactement? Alors dans les écoles, c'est des ateliers, c'est des classes théâtre, vous savez, c'est des ateliers ou des options, quelquefois pour préparer le bac, il y a des bacs théâtre. Mais ici, c'est vrai, on fait pas mal sur les écoles primaires. Et là, par exemple, tous les intervenants, comédiens, il y en a 7 ou 8 écoles, hein, on intervient sur le quartier. Ils travaillent sur le thème des Indiens, parce que nous sommes aux États-Unis. Bien sûr, donc, on y est. Donc il y a des Indiens aux États-Unis, et ils préparent les enfants des écoles de ces ateliers, viendront au mois de mai, ils seront présents à des balades apaches aux États-Unis qu'on fera avec des comédiens autour du théâtre. Donc sur la mémoire indienne aux États-Unis, un peu sur les contes, tout ça. D'accord. Voilà, donc apparemment, ça surprend des gens qu'on fasse ça, mais je leur dis, mais on est aux États-Unis, donc c'est normal. C'est normal, voilà. Il y a d'autres très belles choses qui se préparent là pour mai. Alors oui, ouais. Alors dites-nous un petit peu comme ça, si les gens sont un peu curieux, ils iront fouiller, peut-être qu'ils iront vous rencontrer directement. Alors il faut que je sois le plus clair possible, parce que c'est un projet qui se décline de façon en plusieurs manières, donc il y a des balades apaches, et ce projet s'appelle Une seule grande case qui monte vers le ciel. Donc, c'est sur la ville, la cité idéale, la vie ensemble. Moi, je préfère dire la vie ensemble plutôt que le vivre ensemble. Parce que les expressions qui font maintenant un peu trop langue de bois, des éléments de langage, comme on dit. Et puis, voilà, donc il y aura 3 déambulations avec des acteurs professionnels, des musiciens, la fanfare des pavés. C'est une fanfare, mais aussi un chœur de femmes, ça fait beaucoup de monde. Et on fera avec une douzaine de comédiens des moments de théâtre et de musique dans une déambulation sur 3 sites d'immeubles dans le quartier. D'accord. Et ces déambulations, le texte, je l'écrirai à partir des témoignages qu'on a collectés auprès d'une centaine de personnes, d'habitants dans le quartier, sur ces 3 sites d'immeubles. Pressensé, rue de Pressensé, la cité Tony Garnier et les Tours L'Angle-Senti. D'accord. Et dernière déclinaison, c'est une nuit des cités idéales qui aura lieu ici le 24 mai. D'accord. À partir de 18h, peut-être, je ne sais pas si on fera toute la nuit, mais enfin bon. Et donc là, il y aura à la fois des propositions d'ateliers, donc avec des amateurs ou des habitants. Il y aura des moments faits lors des déambulations là, qu'on rapatriera dans le théâtre. Et puis il y aura un moment particulier fait par notre équipe artistique ici au théâtre, dans notre compagnie. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. Et on va aller voir d'autres membres du collectif, parce qu'il y en a plein partout, un peu éparpillés à droite à gauche, qui nous raconteront d'autres choses. Oui, là c'était vraiment le théâtre et son ouverture sur l'extérieur. La ville, voilà. Pas le territoire. Le territoire, c'est aussi ça, le vivre ensemble. On ne vient pas juste passer une soirée au théâtre, après on s'en va et voilà, on le laisse là où il est. Là, il est bien présent, bien ancré dans l'endroit où il vit, en tout cas dans le 8e. On essaie de ça, oui, on essaie d'être ça. Mais aussi dans la ville aussi plus largement, sur Lyon, voilà, mais en tout cas... Voilà. Exactement. Super, voilà. Merci beaucoup, à bientôt, au plaisir. Vos paupières sont lourdes. Vous sentez votre corps s'engourdir. À présent, vous dormez. Et maintenant, chacun va rêver d'une cité idéale. C'est votre cité idéale. Bon, on va terminer cette émission avec Alizé et Anne, voilà, membres du collectif aussi, des 3-8.
Donc là, on a tout déménagé, on est au niveau du bar et de l'accueil du NTH8. Voilà, c'est ça. Alors, il y a plein de choses à dire sur ce théâtre. Voilà, j'espère qu'on aura donné un petit peu une envie, en tout cas, aux gens qui ne sont jamais venus de venir. Vous, comment vous le définiriez, en tout cas, ce lieu? Quelle est la philosophie? Vous qui le vivez tous les jours, comment, voilà, si on doit le résumer un peu pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, comment vous le définiriez? Pas facile comme question. Non, c'est pas facile. Sans faire trop long. D'abord, le nom, le NTH8, c'est le lieu d'une équipe qui s'appelle les 3-8. On s'appelle les 3-8 parce qu'avant d'être ici, on travaillait dans une friche pendant 10 ans. Et on s'est appelé les 3-8 parce que ça racontait pour nous une continuité de travail. C'est-à-dire que ça ne s'arrêtait jamais, comme les 3-8. Et que quand un spectacle se joue, un autre se répète, que répéter un spectacle fait naître l'envie du spectacle d'après, et qu'il y a donc un mouvement, une dynamique à la fois très personnelle et très intime de chacun, et à la fois collective par rapport au fait qu'il y a une relation avec le public, avec les amateurs, avec les professionnels quand on démarche pour trouver des coproductions, et que toutes ces strates-là fabriquaient une seule énergie. C'est pour ça qu'au départ qu'on s'appelle les 3-8 aussi. C'est ça. Du coup, on a parlé du collectif, mais quelle résonance aussi on peut donner au mot nouveau? Parce que quand j'ai dit, par exemple, à mes collègues ou aux gens, je viens au nouveau théâtre du 8e, ils disent, mais je dis, bah non, il a des dates de 2003. Ah bon? Mais pourquoi il s'appelle nouveau alors? Parce qu'il y a plein d'autres résonances, ça peut être sympa aussi d'en donner quelques-unes. Oui, moi aussi, je le vois en plus, je suis nouvelle ici, dans le collectif, donc je peux en parler très bien. Moi, ça fait juste 1 an et demi que je suis là, et je me rends compte, comme la problématique du théâtre, c'est toujours de re-questionner justement ce que c'est que le théâtre tout le temps, en fait. Et ça, le fait de se placer dans un ici, un maintenant, un présent, j'ai l'impression que ça répond aussi à ce truc de nouveau, parce que c'est sans arrêt réinventé et sans arrêt renourri par des nouveaux artistes, par des rencontres. Et moi, je dirais que ce lieu, pour moi, c'est un pôle de rencontre entre des artistes différents, entre des populations différentes, entre un public qui se renouvelle du coup avec les projets. Enfin, pour moi, c'est ça qui fait que c'est nouveau. Enfin, il y a un présent qui est au centre du questionnement de nos collectifs et de ce qui se passe ici. On pourrait mettre le mot, oui. Oui, et qui fait que ce questionnement, il se raconte dans le fait que, par exemple, ici, il n'y a pas d'abonnement. Il faut réinventer la relation au spectateur sur chaque projet. Donc, c'est complètement abyssal parce qu'il n'y a pas on capitalise rien d'autre, entre guillemets, que la confiance de l'instant présent du soir où on est venu. Et ça, c'est contraire à toute logique de rentabilité. Et pourtant, et ce qui est nouveau aussi, c'est je trouve, de choisir ce quartier, qui est quand même un quartier qui est entre guillemets loin, pas facile. Après, quand on parle de la Maison de la Danse, on ne dit pas qu'elle est loin. Donc moi, je pense qu'on n'est pas plus loin que la Maison de la Danse. Mais qu'on n'est pas dans l'hypercentre. Et on fait de la création contemporaine, alors qu'on pourrait dire que ce serait beaucoup plus facile de ne pas faire ça, mais de monter des classiques, de garder une très très grande exigence, d'aiguiser de plus en plus notre exigence, sans décider quel théâtre on fait pour qui, mais de laisser le spectateur libre de savoir ce qu'il a envie de voir. Et faire confiance aux spectateurs qui viennent ici pour des propositions extrêmement différentes. Exactement. Le fait d'être dans le 8e, ça joue? Vous y pensez quand vous créez, quand vous pensez à une saison théâtrale? Est-ce que, voilà, parce que vous dites loin, on est dans un quartier populaire, c'est ça? Oui, très populaire, bien sûr. Très populaire. Quartier de HLM. Exactement. Absolument. Est-ce que ça a une incidence, vous, sur votre manière de voir le théâtre et d'envisager, enfin voilà. De fait, déjà de venir ici, forcément que c'est un quartier, on prend le tramway, on prend plein de transports et on arrive ici. Et j'aime bien d'ailleurs qu'il y ait écrit ici sur le théâtre. Ça se passe ici, alors ça c'est une donnée que de toute façon, qui est là, de fait. Et après... Je trouve que ça déjoue tous les codes de mondanité, ici. Ouais. C'est vrai. C'est un endroit où... Le fait aussi qu'on ait une tarification où on propose au public de choisir lui-même combien il paye, où on ne lui demande de sortir aucune carte, ni de chômeurs, ni de familles nombreuses, ni de vieillesse, et que le spectateur soit lui-même capable de savoir qui il est, pourquoi il vient et combien aujourd'hui il peut payer sa place, qui sera peut-être différent demain et différent d'avant-hier, c'est aussi une nouvelle façon de créer une relation au spectateur
et de partir du principe qu'on fait du théâtre tout public. Ce qui permet aussi, je trouve, de raconter la diversité des propositions théâtrales qu'on peut faire ou des propositions scéniques qui passent par la musique, comme le projet que je peux conduire sur la langue des signes en disant qu'est-ce que c'est un théâtre tout public quand les personnes en situation de handicap n'ont pas d'accès facile, quand la langue des signes qui est pratiquée par des millions de personnes n'est jamais représentée dans les institutions ou d'une façon très marginale ou sous le signe de l'accessibilité, qu'est-ce que ça devient quand on en fait un projet artistique et linguistique comme un autre, comme on travaillerait l'espagnol ou une langue étrangère. Qu'est-ce que ça ouvre comme porte et comment ça questionne le fait que passer la porte d'un théâtre qui reste une entrave pour plein de gens, même quand c'est gratuit, devienne légitime. Effectivement, si possible avec plaisir. Merci. Merci à vous. Anne et merci Olivier. à vous. Merci. Et puis voilà, j'espère qu'on a donné envie aux gens, en tout cas, de venir passer cette porte parce qu'elle est vraiment facile à passer. Et pour le coup, ça peut être une très belle découverte. Bienvenue. Voilà. Oui, bienvenue. Merci, à bientôt.